Les valeurs de l'entreprise, c'est notre façon d'être, qui nous ressemble et nous rassemble. Chez Cascade, elles sont principalement le reflet de nos valeurs familiales, forgées par la pratique, les décisions prises et l'attitude de tous ceux qui l'ont bâties. Elles sont composées, bien sûr, par notre héritage, par notre vécu et nos croyances. Les valeurs vivantes ne changent pas fondamentalement. Elles évoluent avec les générations et doivent être actualisées. Nos valeurs d'entreprise existent depuis plus de 50 ans. Lorsque le temps est venu d'en faire leur mise à jour, naturellement, nous avons choisi d'aller écouter nos employés, s'asseoir avec eux pour comprendre de quelle façon ils vivent au quotidien les valeurs de l'entreprise. Que ce soit des employés en provenance du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'État de New York ou encore en Oregon, tous ont fait ressortir leur fierté de voir Cascade comme étant une compagnie différente. C'est pour refléter cette unicité que nous avons choisi d'aller avec de courts énoncés plutôt qu'avec de mots uniques. Le résultat est à notre image et nous sommes fiers de pouvoir les partager avec vous. Naturally respectful speaks to me very well. Being somebody of diversity, I find it that my environment makes me very comfortable because we all respect each other's ideas that we put out there. It makes the environment and the work environment very beautiful and comfortable. Définitivement, cœur au ventre. Ça vient me chercher plus parce que je pense que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas être parfait. Des fois, il arrive des événements imprévus, mais on finit toujours par y arriver. De parler vrai, là, être réel et authentique, là, je crois que c'est le nerf de la guerre. Et quand je reviens, tu parles du cœur, tu parles de tes tripes. Les gens vont le comprendre et puis vont accepter, ils vont respecter nos décisions. I think for me, the one that really stands out is Better Together. To me, it encompasses a lot of the other values as well. All in all, when we're working together and we're doing things together and learning from each other, we're going to be better together, we're going to be a successful Cascades. Les valeurs d'une entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui nous définit, c'est quelque chose qui nous guide, c'est la fondation de l'entreprise, dans le fond. Et on le vit aussi dans notre relationnel avec les employés, avec les fournisseurs, avec les clients. Donc, c'est extrêmement important. Quand on a un groupe de gens, quand on a des employés qui partagent, dans le fond, les mêmes désirs, les mêmes valeurs, ça fait un groupe qui est extrêmement difficile à arrêter. Ça fait un groupe extrêmement performant. Et donc, pour Cascade, ce que ça apporte, c'est une source de possibilités incroyable pour le développement de l'entreprise. Donc, les valeurs, c'est quelque chose d'unique et il faut les chérir et s'en inspirer pour l'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Chantal Thieblin-Gaufoz. Je suis directrice impact et développement durable chez Evol. Et ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous. Toute l'équipe d'Evol se joint à moi ce matin pour vous remercier de votre présence. Vous êtes plus de 70% à vous être inscrites à ce dîner-conférence sur l'amélioration de vos pratiques environnementale présentée en collaboration avec notre précieux partenaire Cascade. Et je vous vois arriver un par un. On est déjà plus de 30 sur la ligne en ce moment. Donc, notre partenaire Cascade, vous avez eu un petit mot de leur part sous la forme d'une courte vidéo. Merci encore de votre précieuse collaboration. Donc, pour revenir à nous ce midi, nous avons la chance d'avoir avec nous Dominique Cyr, chargé de projet en développement durable du CIRAD, pour vous présenter donc ce dîner-conférence « Améliorer vos pratiques environnementales ». Dominique aura la chance de se présenter plus longuement dans les prochaines minutes, mais laissez-moi d'abord vous le présenter. Issu du domaine de l'administration des affaires et détenteur d'un MBA en responsabilité sociale et environnementale des organisations de l'Université Laval, Dominique Cyr a développé une expertise dans l'intégration du développement durable aux fonctions stratégiques des entreprises. Après plusieurs années à Québec et à Montréal, où il a été conseiller en développement durable pour différentes organisations, dont Revenu Québec, le CHU de Québec, Sobeys Québec et l'Université de Laval, il a fait un retour aux sources en 2018 en s'établissant dans sa région natale, la Gaspésie.
En 2020, il s'est joint au CIRAD, un centre de recherche spécialisé en développement durable et en innovation sociale, on en reparlera certainement, où il accompagne aujourd'hui les organisations voulant innover grâce au développement durable. Ses champs d'intérêt sont l'intégration du développement durable au modèle d'affaires, le management responsable, l'éco-entrepreneuriat, tous des grands mots qui sont doux à nos oreilles. Depuis 2019, il est également chroniqueur pour Radio-Canada, ici première, Gaspésie-les-Îles, où il aborde les sujets d'innovation en développement durable. Donc, juste avant de lui laisser la parole, j'aimerais vous informer de quelques détails plus logistiques, pratiques associés à notre rencontre. D'abord, durant la présentation, tous les micros seront en mode discrétion. Ça nous facilitera les échanges pour limiter les bruits ambiants et nous assurer de la meilleure qualité sonore possible. Bien sûr, nous sommes dans l'interaction, il vous sera possible de poser des questions, mais dans le chat si vous le souhaitez. Ce dernier est accessible lorsque vous descendez le curseur en bas de l'écran à droite de la barre qui s'affiche. Vous trouvez une bulle qui vous permettra d'accéder aux discussions. C'est sûr qu'on a vraiment envie d'entendre, puis vraiment profiter de cet atelier. Donc, dans un souci de permettre aux conférenciers de livrer tout le contenu, on répondra seulement aux questions à la fin. Mais soyez assurés qu'on les lira toutes et qu'on se permettra ce temps pour y répondre. Un autre détail pratique, la conférence devrait durer entre 1h et 1h15, ce qui devrait nous laisser justement 20 minutes pour ces questions. Je dois aussi vous informer que cette rencontre est enregistrée. Vous avez dû avoir une petite notification par rapport à cela. C'est dans un objectif de rediffusion. Donc, pour cette raison, si vous ne souhaitez pas être enregistré, nous vous invitons à fermer votre caméra en utilisant la même barre au bas de votre écran. Nous vous rassurons, notre conférencier sera mis en vedette et nous devrions uniquement voir ce dernier plus sur la vidéo de rediffusion. Et bien sûr, on respectera le temps prévu, on terminera à l'heure. Une fois l'enregistrement terminé et la période des questions. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre invité et je vous souhaite une bonne rencontre. Je vous reparle plus tard pour la période des questions et le mot de la fin. Dominique, le micro est à toi. Vous m'entendez bien, Chantal? Excellent. Ben, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment rire parce que juste à côté de moi, j'ai un fan club CIRAD qui m'écoute en direct. Je vous souhaite d'abord un bon dîner parce que c'est vraiment, on a une belle activité aujourd'hui, c'est de vous présenter une réflexion sur le développement durable, mais aussi les pratiques environnementales. Mais c'est sur 1 heure de dîner, donc mettez-vous vraiment dans une disposition où vous êtes confortable, vous êtes à l'aise. Je vous souhaite un bon dîner, puis on va prendre le temps d'échanger tantôt dans la période de questions. Je vais partager mon écran sans plus tarder. Excellent. Chantal, est-ce que tu peux me confirmer que le support visuel, tout est conforme? Oui, on voit ça très bien. Excellent. Merci aussi à Evol. Oh, par contre, ton son est moins bon d'un coup. Moins bon? Et maintenant? Parfait. OK. Tu pourras me tenir au courant, Chantal, si jamais il y a d'autres problèmes techniques. J'hésiterai pas. C'est précieux d'avoir des midis comme ça, des midis-conférences sur des thématiques de développement durable, de pratiques environnementales. Précieux aussi que vous soyez là sur 1 heure de dîner parce qu'on a eu tellement de webinaires, de conférences depuis le début de la pandémie. Donc, que vous soyez là aujourd'hui, je voyais un peu la liste d'inscriptions. On a autant des entrepreneurs qui sont présents, on a des étudiants, on a des personnes qui sont curieux par le sujet pratique environnementale. Donc, bienvenue à tout le monde. Vous allez voir qu'au cours de la présentation, j'ai mis comme faufiler des questions. Vous êtes vraiment libre, en fait, de répondre ou non à ces questions-là, mais c'est pour que vous puissiez échanger dans le chat. Je me dis qu'il y a une 60aine de personnes, une 30aine présentement. C'est intéressant si vous avez des bonnes pratiques aussi à partager avec le reste de l'auditoire, ça peut être intéressant de le faire. Je vous invite aussi parce que c'est important de rester critique. Vous allez voir, ce midi, on va essayer de prendre une pause, on va essayer de prendre un pas de recul par rapport à ce qu'on entend parler. On entend beaucoup parler de pratiques éco-responsables, de verdissement, d'économie verte, de développement durable, d'autres synonymes.
mon conseil, c'est vraiment de rester critique par rapport à ce que vous allez voir ce midi, de prendre un pas de recul, puis aussi de penser à vous dans votre entreprise. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez voir ce midi, ça va s'appliquer à vous, mais ma mission personnelle aujourd'hui, c'est que vous passez un bon moment, puis que vous en repartez au moins avec une nouvelle idée pour votre entreprise ou si vous êtes étudiant pour la suite de votre carrière. Donc, merci aussi à Chantal de m'avoir introduit. Merci d'avoir dit un petit mot sur le CIRAD. On est un centre de recherche en développement durable qui est situé à Carleton-sur-Mer. J'ai moi-même fait un retour dans mon château fort. Je suis natif de Carleton-sur-Mer, donc c'était un retour aux sources, un retour naturel avec le CIRAD. Et on s'intéresse en fait aux innovations sociales. Comment c'est possible de faire autrement dans un contexte régional? Donc, on s'intéresse aux enjeux du développement durable en contexte régional. Et pour moi, quand Evol sont venus me voir pour faire une conférence, je me suis toujours dit, parfait, on peut parler de pratiques environnementales, mais ma mission, ça va être d'amener ça plus loin. On va essayer aujourd'hui de voir qu'est-ce qui est peut-être une norme, qu'est-ce qui est rendu un peu plus courant, qui est déjà rendu un peu un acquis peut-être côté pratiques environnementales chez les entreprises. On va essayer d'aller voir plus loin. Qu'est-ce qui n'est pas encore un réflexe? Qu'est-ce qui n'est pas encore rendu une norme? Pour essayer de voir les innovations sont où présentement. C'est comment vous pourriez vous démarquer encore aujourd'hui. Parce que bien qu'on a l'impression que tout est que le développement durable, c'est relativement nouveau ou que si vous avez l'impression que ça fait plusieurs années qu'on en parle, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore très avancées. Il y en a d'autres que oui. Donc, on va prendre un pas de recul, on va regarder ça ce midi. Et après qu'on va avoir fait ça ensemble, on va prendre le temps aussi de regarder comment c'est possible donc d'innover. On va focuser sur des pratiques environnementales qui, j'espère, ça sera quelque chose de nouveau. Si ça ne l'est pas, j'espère qu'on va faire un rappel de comment on peut aller plus loin par rapport à la question de développement durable. Donc, premièrement, apprenons à se connaître. C'est sûr qu'habituellement, on fait beaucoup d'ateliers, on aime ça apprendre à connaître notre auditoire. Malheureusement, aujourd'hui, on a vraiment du temps de présentation. On va prendre des questions plus à la fin, mais vous avez vu la présentation que Chantal m'a fait qui a fait ma biographie. Là, vous voyez ma version avec lunettes, la moustache reste. Donc, je suis gaspésien. Vous allez voir aujourd'hui, je me suis fait un devoir parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens de Montréal, des alentours de Montréal. Je vais essayer de vous faire voyager aujourd'hui, de donner quelques exemples tirés de la Gaspésie. On a des belles entreprises aussi dans la région qu'on peut être fiers, qui mettent déjà en œuvre ce que j'appelle des innovations en matière de développement durable. Donc, j'ai quelques exemples. Ceci étant dit, il fallait en sélectionner. Donc, c'est sûr que vous êtes des exemples, probablement vous aussi. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des fois des idées, des bonnes pratiques que vous voulez partager avec tout le monde. Autrement, ce qui est particulier avec mon parcours, en fait, c'est que j'ai vraiment jumelé administration. Donc, j'ai passé un peu par le bagage un peu d'entrepreneur dans le sens où j'ai tous les cours d'administration, marketing, comptabilité, finance, etc. Mais j'ai pu aussi avoir avec la maîtrise la version développement durable de ces cours-là. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous amène un regard un peu plus appliqué au développement durable dans le monde des affaires. Puis, c'est vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui de faire cette présentation-là. C'est vraiment de m'intéresser aux innovations en développement durable. C'est ce que je voulais présenter aujourd'hui et c'est ce qu'on va voir. Le CIRAD, juste pour vous dire un petit mot sur le Centre de recherche en développement durable qui est le CIRAD. On est situé à Carleton-sur-Mer, affilié au Cégep de la Gaspésie-des-Îles. C'est un CCTT. Fort à parier que vous êtes vous aussi près d'un CCTT. Il y en a plus qu'une cinquantaine au Québec. Donc, probablement qu'il y en a un dans votre région. Il y en a 3 en Gaspésie. Donc, nous, on est dans la baie des Chaleurs. Et on s'intéresse, comme je le disais tantôt, aux enjeux du développement durable dans les régions. Et là où il y a vraiment une affinité naturelle avec vous qui participez aujourd'hui, puis aussi avec Evol, c'est les thématiques sur lesquelles on pose des recherches. Donc, autant l'inclusion sociale que du côté des droits des femmes, des minorités, mais on touche aussi à tout ce qui est changement climatique parce que ça touche beaucoup les régions, écotourisme durable. Donc, vous voyez un peu les thématiques qu'on va poser différents projets de recherche. Et c'est important aussi de dire qu'on est un OSBL, donc une entreprise d'économie sociale, et on est là pour répondre à des besoins du milieu. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus, premièrement, venez nous voir l'été prochain à Carleton-sur-Mer. On va être heureux de vous faire visiter nos bureaux. Deuxièmement, vous pouvez nous contacter à tout moment. Ça nous fera plaisir de vous en parler davantage. Donc, voilà, la table est mise.
Maintenant, vous êtes probablement en train de manger. On va prendre le temps de faire ce pas de recul que je vous parlais tout à l'heure. Donc, d'essayer de voir on est où aujourd'hui par rapport aux pratiques environnementales. Et là, volontairement, je vais commencer plus à parler de développement durable au début, puis je vais aller progressivement, plus spécifiquement vers les pratiques environnementales. D'abord, premier constat, vous avez peut-être l'impression que c'est soit très avancé, que votre entreprise est très avancée en développement durable, soit que vous avez l'impression que c'est totalement nouveau. Mais le constat qu'on voit dans la dernière enquête de l'Institut de la statistique du Québec sur le développement durable, c'est que c'est une minorité de PME en 2020 qui avait une démarche formelle de développement durable. On va voir dans les prochains instants qu'est-ce qu'on veut dire par là. Donc, même si c'est un sujet qui date depuis les années 90, il y a encore beaucoup de chemin à faire par rapport au développement durable. On va le voir dans les diapositives suivantes. La première question, vous allez voir, les questions vont toujours être écrites sur ces diapositives de ce style-là. Je vous invite à répondre dans le chat, à échanger si ça vous intéresse. La question que j'avais, c'est de savoir est-ce que vous avez déjà amorcé une démarche de développement durable de votre côté, du côté de votre entreprise. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Du côté du gouvernement du Québec, c'était une cible assez ambitieuse d'avoir 30 des entreprises au Québec d'ici 2020, donc l'année dernière, qui avaient amorcé une démarche de développement durable. Est-ce que c'était atteint? On va le voir dans quelques instants. Et quand on parle d'une démarche de développement durable, juste pour mettre tout le monde au même niveau, là, avec un vocabulaire commun, une démarche de développement durable, selon le gouvernement du Québec, ça doit répondre à 3 critères principalement. Le premier, c'est que votre l'engagement que vous prenez comme entreprise doit être formalisé dans un document. Donc, vous pouvez avoir une politique, vous pouvez avoir un plan d'action de développement durable, peu importe, un document dans lequel c'est formalisé. Le deuxième critère, c'est que votre démarche doit faire l'objet d'une reddition de compte, d'un certain suivi, évaluation périodique. Donc, ça peut être un bilan annuel, ça peut être aussi un rapport d'activité, un rapport annuel dans lequel vous faites l'objet de qu'est-ce que vous avez fait en développement durable. Troisième critère, c'est que l'entreprise doit indiquer au moins, et là, c'est quand même assez logique, mais au moins une pratique, au moins un projet éco-responsable dans chacune des dimensions du développement durable. Et là, les dimensions du développement durable, on les rappelle, c'est l'environnement, le social, l'économique. D'ailleurs, Evol, aujourd'hui, c'est une conférence sur le côté plus environnemental, mais il y a 2 autres midi-conférences avec Evol qui couvrent les 2 autres thématiques. Donc, votre entreprise doit avoir des actions dans les 3 dimensions du DD. Quand on va voir la différence entre une démarche de ce que je viens de vous dire, qui est de développement durable, donc c'est davantage une démarche stratégique, hein, c'est au niveau de tout le modèle d'affaires de votre entreprise. Donc, vous pouvez autant essayer d'intégrer ça à votre mission d'entreprise, à vos valeurs, comme vous le voyez avec Cascade, avec le vidéo d'introduction, ils l'ont intégré à leurs valeurs, autant dans vos produits, dans vos services. Donc, c'est vraiment quelque chose de transversal, une démarche de développement durable. Quand on parle de pratiques de gestion éco-responsable, là, on est davantage dans une action précise, dans un projet précis qui vise à répondre à un enjeu social, environnemental ou économique précis. Puis là, il y a peut-être une éco-responsable avec beaucoup même au sein, je pense, des gens qui sont dans le domaine, mais il y a beaucoup de confusion, mais éco-responsable, c'est autant le social qu'environnemental, qu'économique. C'est large là, comme mot éco-responsable. Si on va du côté de la pratique environnementale, et là, vous voyez qu'on se rapproche du spécifique, là, on est vraiment un projet, une action, une initiative qui va répondre à un enjeu environnemental. Donc, on voit qu'on est vraiment à ce niveau-là aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder. On va essayer de voir ensemble comment c'est possible de répondre à un enjeu environnemental de votre entreprise avec une pratique environnementale. Ici, vous avez les résultats. Je vais les passer en rafale, mais je trouve ça intéressant de voir où on en est aujourd'hui en 2021 par rapport au développement durable dans les entreprises. Ça reste une enquête, hein, ça reste un échantillon. Il faut prendre ça quand même avec un certain pas de recul, mais ça nous donne certaines tendances qu'on peut observer au Québec. D'abord, quand on parle de pratiques d'affaires éco-responsables, c'est largement, les entreprises ont largement commencé à adopter des pratiques éco-responsables. Ce que je veux dire aussi, ce qui est important, c'est que ce n'est pas parce que vous avez mis en place une pratique éco-responsable que vous avez une démarche de développement durable. On se rappelle les 3 critères de tout à l'heure, mais ce qu'on voit ici, c'est que la majorité des entreprises sont en action, probablement ont mis en place quelques initiatives, peut-être le recyclage, le compostage, peut-être la gestion de l'énergie, mais on voit ici que c'est en cours. Donc, ça va bien.
Là où on voit que Bob laisse, c'est davantage qu'on pose la question, est-ce qu'il y a une démarche de développement durable? Et là, on voit que c'est vraiment une petite minorité des entreprises au Québec qui ont une démarche de développement durable. On parle de 3,5 quand on regarde nos 3 critères. On se rappelle d'avoir un engagement formel, d'avoir une reddition de compte à chaque année et d'avoir des actions, des projets dans chacune des 3 dimensions du DD. C'est 3,5 des entreprises. Si on enlève certains critères, par exemple, on enlève le critère de reddition de compte à chaque année, c'est pas tout le monde qui fait un bilan annuel ou un rapport annuel, là, on augmente le pourcentage à 10,7 des entreprises du Québec. Donc, on voit que même en jouant avec les critères, ça reste vraiment une minorité d'entreprises qui sont en action par rapport au développement durable, par rapport à une démarche de développement durable. Mais il y a aussi une tendance, plus l'entreprise est petite, plus c'est rare. Donc, plus elle est grande, plus aussi probablement qu'elle a les moyens, les ressources, peut-être l'expertise pour mettre ça en place. Et on voit qu'il y a vraiment une corrélation entre la grandeur de l'entreprise et la mise en place d'une démarche de développement durable. On pose la question autrement, parce que là, si je vous montre ce graphique-là, c'est vraiment respecter les 3 critères que je vous présentais tantôt. Si je vous posais de façon spontanée, est-ce que vous avez une démarche de développement durable, tantôt comme je l'ai fait pour que vous l'écriviez dans le chat, on aurait un pourcentage plus élevé parce que là, on est dans les perceptions. Et la perception, les entreprises qui perçoivent être déjà dans une démarche de développement durable, c'est un peu plus élevé. Donc, on est à 17 des entreprises qui se disent, oui, moi, peu importe les 3 critères, là, je me considère dans une démarche. Et on voit qu'il y a 26 qui, ce n'est pas le cas, mais c'est en réflexion. Donc, ils veulent passer à l'action éventuellement. Somme toute, on est quand même à 56,7 des entreprises au Québec qui, pour l'instant, ne sont pas engagées ou n'ont pas prévu s'engager dans une démarche de développement durable. Donc, à mon sens, ça reste toujours une opportunité aujourd'hui d'innover parce qu'il y a encore une minorité d'entreprises qui l'ont fait. Vous allez me poser la question, probablement, ça va peut-être bien dans les discussions, mais bon, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme pratique environnementale? C'est notre thématique d'aujourd'hui. J'aime bien aller voir, retourner à ces graphiques-là, mais je vais prendre quand même un temps pour en parler. On voit que, bon... Dominique, on te perd peut-être moins bouger pour que ce soit très, très, très audible. Mais en tout cas, là, c'est mieux? Oui, c'est ça. OK. Bon. Et on en Merci de me le rappeler, Chantal. Ça avance bien, donc il y a de l'interactivité. Alors, merci. Ce que je vais vous présenter ici, bon, on voit qu'une démarche de développement durable, c'est peut-être pas encore une norme. En fait, c'est pas encore une norme. Côté des pratiques environnementales, en fait, on ne peut pas généraliser parce qu'on pourrait dire de mettre en place des pratiques environnementales, c'est une norme, mais il faut vraiment les découper en quelles sont ces pratiques-là. Donc, les voir une par une. Et on voit qu'il y a des pratiques qui sont beaucoup plus adoptées chez les entreprises. Par exemple, je pense que je vais surprendre personne, mais le recyclage, la gestion des matières résiduelles, on en parle depuis des années. Donc, on sait que c'est quelque chose, on le voit là, ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais améliorer la gestion de matières résiduelles, on est à 46 des entreprises qui ont adopté cette mesure-là. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est davantage acquis. De favoriser la bonne santé des employés aussi, on voit que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup plus, notamment avec la pénurie de main-d'œuvre. Mais là où ça devient intéressant, selon moi, c'est où il y a des opportunités, où on voit que c'est très peu adopté, où c'est encore pas quelque chose qui est généralisé. Pour en nommer seulement quelques-uns, de préserver la biodiversité, les ressources naturelles, de gérer ses émissions atmosphériques, de s'adapter au changement climatique, bien qu'on ressorte de la COP26, qu'on en ait parlé beaucoup dans les dernières semaines, ça reste encore quelque chose que les entreprises ont de la difficulté à se mettre en action. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la gestion de l'eau. Et de l'autre côté, ça, c'est quand même intéressant de voir que d'intégrer au système comptable traditionnel les coûts, les risques environnementaux et sociaux, vous voyez, c'est à peine 5 donc presque aucune entreprise vont faire cette mesure. Donc, pour moi, vous voyez là des opportunités d'innover. Quand on se posait la question au départ, qu'est-ce que je pourrais faire de plus comme entreprise? Qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau qui serait différent? Vous voyez déjà, je pense, des indices de qu'est-ce qui serait possible de faire. Constat, si on résume ce qu'on vient de voir, les pratiques éco-responsables, c'est largement adopté. On voit que du côté des entreprises, la majorité des entreprises sont en action de ce côté-là, mais une minorité d'entreprises ont adopté une démarche formelle de développement durable. On l'a vu. Donc, il y a là une opportunité d'innovation. Et même chose pour les pratiques éco-responsables. Dans les pratiques environnementales, on a vu, il y en a plusieurs où
Ce n'est pas encore largement adopté par les entreprises. Donc, là aussi, il y a une opportunité d'innovation. Ce que je voulais aussi discuter aujourd'hui, je trouve ça important, c'est quelque chose que j'essaie de faire dans chaque tribune où j'interviens, c'est qu'on a depuis des années un modèle qu'on connaît plus du développement durable à 3 dimensions, environnementale, sociale, économique. Mais ce qu'il faut reconnaître de plus en plus, c'est qu'on n'a plus un modèle de développement durable, mais on a des modèles de développement durable. Ça peut paraître des fois paradoxal qu'on ait plusieurs modèles pour parler du développement durable, mais depuis les années 90, c'est créé, on a personnalisé, les entreprises sont adaptées différents modèles, autant les municipalités aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec vraiment plusieurs modèles de développement durable. Et ça peut arriver, ça peut créer une certaine confusion, je ne vous cacherai pas. La question que j'avais pour vous, pour le chat, c'est est-ce que vous avez déjà tenté d'expliquer à votre entourage qu'est-ce que le développement durable? Peut-être que oui, peut-être que non. Et si oui, est-ce que ça a été facile? Parce que pour moi, faire carrière là-dedans, plusieurs fois, on voit des points d'interrogation, notamment parce qu'il y a plusieurs façons d'expliquer le développement durable. Il y a plusieurs mots, comme on le disait tantôt en introduction, pour parler de développement durable. On retourne à la base. La base, c'est cette définition que je suis certain que vous avez déjà entendu parler, qui date déjà d'une bonne trentaine d'années quand même. Et le diagramme qu'on connaît pas mal tout le monde avec les 3 dimensions. Donc, quand on parle, on adapte ce diagramme-là aux entreprises, ça serait de trouver l'équilibre entre une performance économique. Souvent, en entreprise, on a vraiment une performance économique, le focus est là-dessus. C'est d'essayer de concilier ça avec la performance environnementale et la performance sociale de l'entreprise. Ça, c'est assez acquis. Je suis pas mal sûr que si on avait demandé à tout le monde de se dessiner sur une feuille comment vous voyez le développement durable, puis après ça, on aurait ouvert notre caméra, on aurait pas mal eu tout le monde ce graphique-là. Après, c'est de reconnaître qu'il existe d'autres modèles de développement durable qui ont pris naissance dans les dernières années. Vous voyez le premier à votre gauche, ce n'est que quelques exemples, mais votre premier à la gauche, vous voyez que la dimension culturelle, ça aussi, on a vu apparaître ça dans certains modèles. Donc, d'autres modèles, celui du centre qui a été développé par une économiste, donc qui propose une vision de l'économie, mais avec une limite environnementale à ne pas dépasser, avec une limite aussi sociale à ne pas dépasser, donc un développement économique qui ne se ferait pas à n'importe quelle condition. Et vous avez complètement à votre droite un modèle que personnellement j'aime beaucoup, qui est le modèle de l'Institut EDS à l'Université Laval, qui met en relation les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, tous ces modèles-là, en fait, sont tous valides, sont tous utiles pour parler de développement durable. Le problème, peut-être, derrière ça, c'est que c'est très difficile d'avoir un langage commun, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très possible que vous allez voir votre voisin, votre entreprise voisine, peut-être qu'elle n'aura pas la même façon de parler de développement durable que vous. Ça, je pense, c'est une chose qu'il faut reconnaître. Et il y a un enjeu à trouver un langage commun entre tout le monde, dans le fond, qui travaille sur les mêmes enjeux. Et je trouve que ce langage commun, on le trouve dans les objectifs de développement durable des Nations Unies parce qu'on ressent un peu le discours sur des enjeux. On n'est plus nécessairement dans des modèles théoriques, mais là, on est dans des enjeux. Donc, quels sont les enjeux que les municipalités, les organismes, les entreprises devraient adresser pour réellement mettre en place du développement durable? Et ça couvre autant les dimensions sociales, environnementales, économiques. Donc, vous pourriez prendre, par exemple, l'ODD 5, égalité entre les sexes, et très certainement, dans votre entreprise, vous pourriez aller voir, est-ce que j'ai des enjeux? Est-ce que c'est déjà quelque chose que j'adresse au sein de mon entreprise? Est-ce que j'ai eu une réflexion sur cet enjeu-là? Est-ce que je pourrais en faire plus? Donc, je trouve que ça nous donne un langage commun pour parler de développement durable, et ça, c'est certainement prometteur pour l'avenir, en tout cas pour la suite du développement durable. On va y revenir sur les objectifs de développement durable un peu plus tard dans la conférence. Un autre constat qu'on peut faire de plus en plus, je vais en passer quelques-uns rapides, mais je suis certain qu'il n'y a pas de surprise là-dedans, mais les consommateurs sont de plus en plus exigeants par rapport aux pratiques environnementales de votre entreprise. La question, c'est est-ce que vous sentez que vos clients sont plus exigeants à l'endroit de votre entreprise par rapport à votre impact ou votre implication environnementale? C'est quelque chose qu'on voit, pas qu'on voit, mais on le voit dans différentes enquêtes que les consommateurs, c'est
ça va être le critère, votre implication environnementale qui va vraiment faire la différence. Peut-être pas encore aujourd'hui en 2021, mais c'est certainement à coût égal, à prix égal entre deux services, entre deux produits, de plus en plus un critère. Votre engagement, vos pratiques environnementales, c'est de plus en plus un critère qui va amener les consommateurs à aller vers vous. Ça, c'est ça qui est peut-être important de se souvenir par rapport à ce constat-là. Vous êtes aussi les premiers, les entreprises sont souvent les premières à être au banc des accusés, hein, les premiers responsables un peu quand on pose la question qui devrait agir par rapport au changement climatique ou qui devrait agir par rapport aux questions environnementales. Dans les différentes enquêtes, là, vous en voyez une de Ernst & Young qui est parue cet été. On voit, c'est pas mal tout le temps les entreprises qui sont vues comme les premiers acteurs qui peuvent intervenir sur cette question-là. C'est normal, hein, on est tous consommateurs, on voit les entreprises autour de nous, on voit leur entreprise au quotidien. Donc, pour nous, c'est souvent les premiers qu'on va dire ils pourraient en faire plus. Aussi, une enquête que j'aime beaucoup, c'est le baromètre de l'action climatique de l'Université Laval qui se veut être publié à chaque année. Et on peut voir différentes tendances par rapport aux Québécois, aux consommateurs. Et vous voyez ici un sondage, une question en fait du sondage qui demandait si je considère qu'une entreprise réalise des actions concrètes, crédibles et significatives en faveur du climat, je suis plus susceptible d'acheter ces produits plutôt qu'une autre marque. Et c'est la majorité des répondants qui ont indiqué que oui. Donc, comme je le disais, ce ne sera pas nécessairement peut-être encore aujourd'hui le critère qui va faire qu'on va acheter votre produit ou votre service, mais probablement que ça devient de plus en plus un critère de choix, hein, un critère extra-financier dans la décision finale d'acheter. Côté main-d'œuvre, parlons-en. Hein, plus de surprise pour personne, la pénurie de main-d'œuvre, je pense que c'est un enjeu que tout le monde vit de près ou de loin. De ce qu'on peut voir, la main-d'œuvre aussi, hein, on va en parler des consommateurs, mais la main-d'œuvre aussi devient de plus en plus sensibilisée par rapport à votre impact environnemental, par rapport à votre démarche environnementale. La question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous sentez que vos employés, c'est de plus en plus important pour eux? Faut se ramener un peu à l'évidence. Dans les prochaines années, on est déjà en 2021 dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Dans les prochaines années, il y aura toujours ce défi. 1,4 million d'emplois qui vont être à pourvoir au Québec d'ici 2028. C'est majeur. Et d'un autre côté, j'en suis la preuve, il y a de plus en plus de jeunes qui vont diplômer, qui vont sortir de leur formation technique, collégiale, universitaire, avec des formations ou avec des cours en développement durable, qui fait que dans ces emplois à pourvoir, il y aura certainement des chercheurs d'emploi, des jeunes finissants et des moins jeunes aussi, qui vont arriver à vos entrevues d'embauche avec cette préoccupation pour l'environnement, avec cette préoccupation pour une entreprise qui prend ça au sérieux, qui a un plan de match. Et juste pour vous donner un exemple, juste pour vous donner une idée, il y a une dizaine d'années, quand je graduais, il n'y avait à peu près pas de programme en développement durable. Il y en avait quelques-uns. J'avais suivi un seul cours en développement durable dans tout mon baccalauréat pour ensuite faire une formation qui était spécialisée. Maintenant, aujourd'hui, il y a des cours de développement durable dans à peu près tous les cheminements spécialisés. Vous avez de plus en plus de programmes qui sont sur mesure pour former les jeunes là-dedans. À l'Université Laval, je ressors juste la statistique, là, ça date quand même de quelques années, mais c'est quand même frappant. En 2016-2017, c'était 300 cours de développement durable qui étaient maintenant offerts, beaucoup plus que quand moi j'ai étudié à l'Université Laval, et 30 000 étudiants qui avaient suivi au moins un cours. Donc, on peut prendre ça avec un grain de sel quand même, mais ce que ça veut dire, c'est que de plus en plus, les gens qui vont se présenter à vous vont avoir des attentes par rapport à vos pratiques environnementales et ils vont s'attendre que vous proposez quelque chose par rapport à ça parce que c'est de plus en plus quelque chose qu'ils vont porter dans leur bagage académique. Voilà. Aussi, quand on regarde les chercheurs d'emploi, on voit que c'est important. Ça aussi, je trouve que c'est une enquête intéressante. Si vous voulez aller, la question de la pénurie de main-d'œuvre vous touche, vous voulez aller vous informer sur quelles sont les priorités des chercheurs d'emploi. Je trouve le portrait 360 de la Commission des partenaires du marché du travail est vraiment intéressant. Vous avez la référence en bas de page. On voyait que l'environnement est ressorti dans les priorités des chercheurs d'emploi, des travailleurs. C'est 71 % de la main-d'œuvre qui considère le bilan environnemental d'un employeur comme important.
Voilà. Une autre tendance que j'aime aborder, en fait, c'est les attentes par rapport à comment vous communiquez vos pratiques environnementales. Parce que dans les dernières années, pour toutes sortes de raisons, on a parlé beaucoup de greenwashing. Beaucoup d'entreprises ont été un peu traumatisées peut-être de la façon que certaines entreprises avaient été reçues quand ils communiquaient leurs pratiques. Donc, il y a peut-être des traumatismes qui ont été créés de sorte que aujourd'hui, on voit un nouveau phénomène apparaître dans les entreprises qui ne communiquent pas leurs pratiques. Et ça, c'est quand même intéressant d'observer ça. La question d'abord que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous avez vous-même l'habitude de communiquer vos actions de développement durable à vos clients ou à vos employés? Oui, greenwashing, juste pour faire un rappel, le greenwashing, c'est des opérations, c'est un peu comme déformer la réalité, essayer de dissimuler peut-être un côté sombre, un côté qu'on aime moins de ces pratiques environnementales, de jouer sur les mots. On a vu, par exemple, des compagnies pétrolières en le faire dans les dernières années et ça a donné comme une image au greenwashing. Ça a donné peut-être peur à certaines entreprises de dire je vais aller communiquer, moi, mes pratiques, puis je vais me faire critiquer, je vais me faire ramasser par mes clients, donc je vais me passer de faire ça. Et on voit un phénomène tranquillement apparaître qui est le greenwashing et la tendance à ne pas communiquer, à taire ces actions de développement durable, ces actions environnementales. Et juste pour appuyer mes propos, ça reste une étude isolée, mais on voit ici, c'est une étude de l'Université de Surrey en Angleterre auprès des entreprises touristiques qui ont questionné est-ce que vous les communiquez, vos pratiques, et c'est plus de 70% de leurs pratiques environnementales qui n'étaient pas communiquées. Et qu'est-ce que j'entends souvent quand je parle avec des entreprises? C'est moins rare qu'on le pense, mais ce qu'on entend, c'est que c'est souvent les entreprises vont dire je fais ça pour les bonnes raisons. Je ne le fais pas pour des raisons marketing ou des raisons de communication. Donc, je vais pas prendre le temps de communiquer mes pratiques. Et c'est correct, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que le greenwashing a aussi un impact sur votre entreprise parce qu'en ne communiquant pas, ça laisse toute la place aux rumeurs, aux interprétations, aux perceptions erronées sur votre entreprise. Par exemple, peut-être que vous êtes très, très active, mais en ne communiquant pas, peut-être que votre clientèle va penser que vous ne faites rien sur le sujet, que vous êtes inactif par rapport au développement durable. Donc, c'est là tout l'art de la communication. Ça pourrait être le sujet, en fait, quasiment d'une autre conférence, mais c'est tout l'art de trouver un équilibre. Communiquer les choses telles qu'elles sont pour que ça amène l'information à votre clientèle, à vos employés, et aussi laisser la porte ouverte pour prendre la critique, mais de montrer que vous êtes en action et que vous faites quelque chose et que vous êtes ouverte à vous améliorer. Donc, je pense c'est probablement un des défis des prochaines années, mais apprendre à mieux communiquer ces actions de développement durable, il y a clairement une opportunité là aussi d'innover. Finalement, je termine avec ce tour d'horizon avec l'émergence des programmes d'aide financière éco-responsable. La question, c'est est-ce que vous avez bénéficié vous-même d'une aide financière éco-responsable récemment, peut-être dans la dernière année? Ça peut être intéressant d'en parler. Il y en a de plus en plus. C'est encore, je pense, il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est encore une minorité de programmes qui vont encourager le développement durable ou les pratiques environnementales. Mais on voit des beaux signaux, je trouve, des beaux programmes naître et il y a clairement un momentum présentement, même si ce n'est pas la majorité des programmes d'aide financière qui intègrent le DD. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'œil à l'ancêtre Femmes et Sœurs, maintenant Evol, qui, je pense, il faut prendre le temps d'applaudir pour leur initiative qui est de relier leur financement finalement aux ODD, aux Objectifs de développement durable des Nations unies. Et ça, c'est une innovation en soi de faire ce changement-là parce que ça va amener les entreprises vraiment à considérer les enjeux qu'on voyait tantôt, les Objectifs de développement durable, et à montrer qu'elles sont en action pour avoir l'aide financière. Donc ça, c'est très intéressant. Un autre programme qu'on a vu apparaître, si ce n'est pas dans la dernière année, c'est l'année dernière, c'est Compétiver d'Investissement Québec, qui a également été créé pour les technologies propres, les pratiques éco-responsables, donc c'est nouveau également. On a vu apparaître le Fonds EcoLeader. Je suis moi-même un ancien agent du Fonds EcoLeader. S'il y en a dans la salle qui sont là, je vous salue d'ailleurs. C'est un programme qui est apparu il y a 2 ans. Intéressant également et qui est axé 100% sur les pratiques éco-responsables et les technologies propres. Et finalement, vous avez le fonds -C+, qui est apparu également cette année. Donc,
il y a vraiment, on voit, là, il y a une tendance, il y a un momentum aux pratiques, au programme de financement pour des pratiques éco-responsables et donc des pratiques environnementales également. Et là aussi, hein, il y a une opportunité d'innover pour vous parce que ça veut dire que si vous êtes déjà en action, probablement que vous seriez capable d'aller chercher de l'aide. Et si vous n'êtes pas en action, il y a très fortement une chance que vous puissiez développer un nouveau projet et trouver une façon de le faire financer dans ces programmes-là. Voilà. J'espère que votre dîner se passe bien. Moi, ça va très bien de mon côté. La troisième section, c'est de reconnaître qu'est-ce qu'une pratique environnementale. Donc, tantôt, on a distingué hein, qu'est-ce qu'était une pratique éco-responsable d'une pratique environnementale. Juste un rappel, une pratique environnementale, c'est pour répondre à un enjeu environnemental. Donc, le défi comme entreprise, hein, c'est pas toutes les mêmes, vous ne serez pas intéressé par toutes les mêmes pratiques environnementales, c'est impossible, vous ne vivez pas les mêmes enjeux. Donc, le défi que vous avez comme entreprise, et c'est probablement le premier devoir que vous pouvez vous donner, c'est d'identifier les enjeux environnementaux dans votre entreprise. Donc, où est-ce que vous avez des impacts négatifs? Où est-ce que vous avez peut-être une problématique, un défi à relever? Et c'est vraiment en faisant l'identification de ces enjeux-là que vous allez être capable de dire « Ah, ben parfait, il va falloir que je travaille sur telle pratique environnementale. » Mais c'est vraiment, je pense, peut-être l'approche la plus linéaire pour trouver dans votre propre entreprise où vous avez des opportunités d'innovation. Et là, vous pourriez, il y en a tellement là, des approches, des méthodes pour vous faire un autodiagnostic ou être accompagné. Moi, ce midi, je vais juste en passer quelques-unes en rafale pour vous donner des idées, mais sachez qu'il y en a vraiment plusieurs, il y en a plus que ça. L'idée, en fait, je pense que ce qui est important là, de retenir, c'est qu'il y a un intérêt à combiner les approches parce que, dépendamment de l'approche que vous utilisez, des fois, le focus va être sur des enjeux de gestion, la gestion des matières résiduelles, la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, etc. D'autres outils, ça va être plus le focus sur votre mission, vos valeurs, vos produits, vos services. D'autres outils, ça peut être de focusser sur chacune de vos fonctions en entreprise. Donc, voir comment je peux faire avec mes ressources humaines, comment je peux faire avec, on l'a parlé tantôt, la communication, marketing. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de combiner les approches pour que vous puissiez voir, en fait, le moins possible avoir d'angle mort, le type d'éléments que vous n'avez pas pris en considération. Donc, la première approche que je vous présente aujourd'hui, c'est les ODD. Pourquoi? Parce que vous avez vu que déjà avec les ODD, il y a moyen de lier ça aussi à des sources de financement. Et parce que ça donne un langage commun. Et ça donne une façon d'identifier dans votre entreprise, est-ce que je fais déjà quelque chose sur ces questions-là qui sont même d'ordre planétaire? C'est des enjeux qui se veulent internationaux. Et là, vous voyez à l'écran quelques ODD qui sont davantage de nature environnementale, donc qui pourraient s'appliquer à des pratiques environnementales. Mais vous voyez la lutte au changement climatique à votre droite. Donc, qu'est-ce que votre entreprise fait par rapport à la lutte au changement climatique? Qu'est-ce que votre entreprise fait pour s'adapter au changement climatique? Donc, ça, c'est des enjeux que vous pouvez explorer. Consommation et production responsable. Est-ce que vous êtes déjà dans l'économie circulaire? On va voir un exemple tantôt. Est-ce que vous êtes déjà dans cette approche-là? Par rapport à la vie terrestre, la vie aquatique, l'eau, est-ce que du côté, on a vu tantôt, préserver la biodiversité, c'était quelque chose qui n'était pas beaucoup fait en entreprise? Est-ce que souvent, on se concentre à réduire son impact de ses produits, de ses services, mais des fois, on ne tient pas compte des externalités hein, sur la nature, la biodiversité. Donc, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ces questions-là? Donc, ça peut être une première façon d'identifier des enjeux pour améliorer vos pratiques environnementales. Deuxième façon qui est assez, je dirais, qui est assez connue, la norme BNQ 21000 du Bureau de normalisation du Québec. Ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que c'est disponible publiquement et en mode autodiagnostic. Donc, vous pourriez le prendre et vous autodiagnostiquer vous-même. Et vous avez aussi l'approche par dimension. Donc, vous pouvez vraiment aller voir. Dominique. Ouais, on te repère exactement, j'allais le dire. Oui. Excuse-moi, je sais pas si peut-être tu mets ta main sur l'ordinateur ou. Je pense que mon Zoom n'est plus à jour et ça me crée des problèmes de micro. Ah. Merci de m'interrompre que ça arrive. L'outil de BNQ 21000 est intéressant parce que vous pouvez vraiment aller directement sur la sphère environnementale et voir quelle pratique environnementale. Donc, c'est divisé par les dimensions le graphique qu'on a vu tantôt à 3 dimensions.
Et là, ben, à Rafale, vous pouvez aller voir les enjeux gestion des matières résiduelles, gestion de l'énergie, gestion de l'eau, gestion des gaz à effet de serre, gestion des autres types de polluants et votre impact environnemental local de votre communauté. Donc, ça aussi, c'est une autre façon de regarder. Ça va être complémentaire aux objectifs de développement durable. Donc, c'est une autre façon d'aller voir est-ce que j'ai des enjeux. Peut-être que vous êtes super avancé, que ces enjeux-là, pour vous, c'est déjà réglé. Mais pour d'autres entreprises, peut-être que c'est un départ. Ça peut être une façon de démarrer votre démarche. Tout de ça, on a, c'est pas tant la capture d'écran, c'est pas tant le site du gouvernement que je veux vous me présenter ici, mais c'est plus la logique de que c'est possible. Vous voyez ici dans le menu déroulant du site du ministère de l'Économie et de l'Innovation, c'est une section dédiée au développement durable et on l'approche par les différentes fonctions de l'entreprise. Et ça, moi, je trouve ça intéressant, étant issu du domaine de l'administration des affaires. C'est possible de prendre chacune des fonctions de votre entreprise et de vous poser des questions aussi sur vos pratiques environnementales. Ici, on voit l'exemple de comptabilité et du développement durable. Vous pourrez d'ailleurs aller consulter si ça vous intéresse. Mais la co-comptabilité, ça existe. Donc, il y a vraiment moyen d'aller voir est-ce que dans vos pratiques comptables, est-ce que je pourrais en faire plus que dans mes pratiques de ressources humaines, je pourrais en faire plus. Donc, vous voyez, c'est une autre façon de regarder aussi votre entreprise qui va vous amener des nouvelles idées. Et celle que je voulais vraiment prendre le temps aujourd'hui et qui était pour moi un peu le cœur de la présentation, c'est la dernière approche que personnellement, j'aime beaucoup parce que je la trouve complète. C'est l'approche, le cadre de référence pour innover du réseau entreprise de développement durable, qui a déjà été publié, ça fait quelques années, mais qui est intéressant parce que ça nous amène, vous allez voir, mais ça nous amène plus loin. Hein? Parce que quand on parle de démarche environnementale, de pratique environnementale, souvent, ce que j'entends, on va parler de réduire son impact environnemental. Et c'est la première étape logique. La première étape logique, là, c'est d'identifier vos enjeux, de voir comment c'est possible de les adresser, de réduire ces enjeux-là. Mais il faut reconnaître avec humilité que si toutes les entreprises réduisent, par exemple, de 30 de 40 leur impact, au niveau macro, il reste un impact négatif. C'est important. Et ça, c'est le véritable défi, c'est d'amener les entreprises à dépasser, à aller encore plus loin que cette étape de réduction de leur impact environnemental et de voir comment c'est possible de faire évoluer aussi leur modèle d'affaires. Donc, leur proposition de services, leur proposition de produits, leur mission. On le voyait dans le cas aussi dans la vidéo de Cascade au début, on voit que c'est une entreprise qui a cheminé, probablement a commencé à réduire son impact, mais a cheminé jusqu'au point de faire évoluer son modèle d'affaires. Donc, le modèle du RED, je trouve très intéressant pour ça parce que ça nous propose un certain continuum. Donc, une fois qu'on a réduit notre impact, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas la fin. Il n'y a pas de fin. J'espère que ça ne vous déçoit pas trop d'entendre ça, mais c'est vraiment un processus d'amélioration continue de développement durable. Et c'est la même chose avec les pratiques environnementales. Donc, je vais passer chacune des phases. Si jamais je vous perds, si jamais il y a des moments où c'est moins clair pour vous, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On pourrait y revenir ensemble à la fin. Mais la base, c'est que la première étape, c'est de travailler son impact environnemental. On veut, comme entreprise, chercher à faire les mêmes choses. Hein? Vous êtes une entreprise qui crée des vêtements, qui produit des vêtements. Ben, vous allez continuer à produire des vêtements, mais votre focus dans cette première étape-là va vraiment être d'essayer de mieux faire les mêmes choses. Donc, peut-être de réduire vos déchets. Donc, est-ce qu'il y a des retailles de vêtements? Est-ce que vous utilisez de l'eau? On va essayer d'améliorer son impact comme entreprise par rapport à ces choses-là. Et tranquillement, en mettant en place ces pratiques environnementales-là, vous allez réduire de X% votre impact environnemental par rapport à votre production de vêtements. Ça, c'est la première étape. Et c'est ce que la majorité des entreprises vont faire, en fait, aujourd'hui. Et c'est à cette étape-là que la majorité des entreprises sont rendues au Québec également. Un exemple que je vais vous donner dans la région, à Gaspésie, c'est un exemple, en fait, j'apprends parce qu'elle peut s'appliquer quand même à beaucoup de types d'entreprises. C'est une entreprise une pharmacie. La forme étant, c'est une entreprise de commerce de détail aussi. Et c'est un exemple, en fait, d'entreprise qui a fait une démarche, qui ont été accompagnés par un expert et ont tenté de réduire au maximum leur impact environnemental. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, votre électrique. D'abord, ils ont pris une belle photo en face du rocher percé.
que vous pouvez aller visiter l'été prochain en Gaspésie. Mais l'entreprise a surtout fait la migration vers, par exemple, les voitures électriques. On retiré les sacs de plastique. On mis en place le compostage dans la pharmacie. On mis en place des produits de vrac. Donc, on a vraiment mis en place différentes petites mesures, petites et grandes mesures pour qu'au final, leur impact environnemental soit moindre. Donc, vraiment se mettre en action. Ça, pour moi, c'est un exemple classique parce que c'est quelque chose que n'importe quelle entreprise pourrait faire dans une première étape. On peut aussi regarder ça autrement. Donc, dans le cas de l'entreprise que je vous présentais ici, on l'a vraiment adressé donc, par enjeu. Donc, on s'est dit, bon, ben, par rapport à la gestion des matières résiduelles, qu'est-ce qu'on peut faire? Par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre, comment je peux réduire ça? OK, les voitures électriques. Mais on peut, c'est ça que j'essayais tantôt de vous inviter à faire, de regarder votre entreprise avec différentes façons. Et on peut aussi regarder votre entreprise pour réduire leur impact environnemental avec une approche par fonction que j'aime personnellement beaucoup parce que oui, c'est possible en regardant les pratiques des ressources humaines, c'est possible de trouver une façon de réduire votre impact environnemental parce que les ressources humaines, ça a des impacts sur beaucoup de choses dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que mon souhait, que ça puisse développer un réflexe chez de plus en plus d'entreprises. Un exemple ici dans la région, c'est Jim, qui est situé dans la baie des Chaleurs en Gaspésie, et qui tranquillement a commencé à intégrer la question dans leur pratique de gestion des ressources humaines. Donc, c'est une entreprise qui a adopté une politique de développement durable, a mis en place un plan d'action de développement durable, mais tranquillement aussi, c'est poser la question comment je peux influencer ma pratique de gestion des ressources humaines avec le développement durable. Donc, ils ont mis en place un comité de développement durable avec leurs employés, mais surtout, et ce que je trouve peut-être la pratique la plus innovante, c'est que dans les entrevues d'embauche, maintenant, vont présenter la politique de développement durable, vont en parler, vont échanger avec le candidat au même titre que la politique salariale. Et ça, pour moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça va amener l'entreprise à sélectionner peut-être des candidats qui partagent davantage leurs valeurs, qui déjà partagent davantage d'intérêt par rapport au développement durable. Et bien, ça veut dire aussi peut-être un processus de recrutement qui est plus en ligne avec leurs préoccupations environnementales. Et tout ça, parce que les gens qui travaillent dans l'entreprise, le développement durable, c'est des gens. Hein? Donc, les gens qui travaillent dans l'entreprise, c'est les gens qui vont décider un peu, au final, de l'impact environnemental de l'entreprise. Donc, je trouvais que c'est un exemple intéressant pour qu'est-ce qui est possible de faire par rapport à la gestion des ressources humaines. Un autre exemple qui est lié plus, lui, au marketing, à la communication. Tantôt, on parlait de greenwashing, hein, qui était la tendance à ne pas communiquer ses pratiques de développement durable. Le Nordais, en Gaspésie, qui est situé près du Rocher-Percé également. Le Nordais a une section web. Je sais que c'est commun quand même à plusieurs entreprises d'avoir une section développement durable. C'est intéressant. Et là, ici, c'est vraiment une section qui est axée sur les pratiques environnementales. Donc, l'entreprise vient expliquer les différentes mesures, énoncer les différentes mesures qu'elles ont mises en place et un peu le pourquoi. Et ça, je trouve ça intéressant parce que le consommateur qui va s'intéresser peut-être à cet hébergement-là va être à mieux comprendre peut-être pourquoi il va payer tel prix pour sa chambre, pourquoi il y a eu tel choix de fait dans sa chambre par rapport, par exemple, au savon, aux serviettes qui sont peut-être, ou la chambre qui n'est pas toujours nettoyée tous les jours. Et ça, pour moi, c'est une bonne pratique. En tout cas, c'est un premier pas pour ouvrir la porte sur justement une discussion sur des pratiques environnementales et la clientèle. Côté approvisionnement responsable, je voulais vous donner un exemple qui n'est pas, celui-là n'est pas de la Gaspésie, c'est Contact Nature qui est l'abbé au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Je trouve intéressant, je suis tombé là-dessus il y a quelques mois déjà, et parce que c'est quelque chose que vous pouvez retrouver par vous-même sur le web, et on voit vraiment la réflexion de l'entreprise par rapport à la sélection de leurs fournisseurs. Et on voit que vraiment l'entreprise a fait une réflexion sur les critères qui étaient importants pour elle. Donc, on voit ici, les produits sont locaux, sont biologiques, sont en vrac, sont équitables. Et l'entreprise s'en sert, en fait, pour voir quels sont les fournisseurs qui répondent au plus de critères possibles. Et ça aussi, c'est une autre pratique d'y aller par vos achats pour voir comment vous pourrez réduire votre impact environnemental. Mais je pense que la sélection de fournisseurs, c'est quelque chose qu'une entreprise peut regarder également. Voilà pour la première étape.
pense que vous êtes probablement déjà en action par rapport à réduire votre impact environnemental. Le vrai défi commence à la deuxième étape qui est de transformer son organisation. Ça, c'est pas nécessairement facile quand on est une entreprise qui, ça fait des années qu'on opère ou ça fait des années qu'on a un modèle qui fonctionne bien. Donc, on peut se demander là, pourquoi je modifierais mon modèle. Mais moi, je veux surtout aujourd'hui vous amener à voir venir, essayer de voir un peu à l'avance, voir plus loin pour que, au fil du temps, vous puissiez peut-être intégrer un nouveau produit éco-responsable, peut-être un nouveau service et que tranquillement, vous transformez votre entreprise. Et donc, cette deuxième étape-là, on n'est plus dans une logique de réduire son impact. On est dans une logique on veut bien faire, mais en faisant des nouvelles choses. On était une entreprise de vêtements, on a tenté de réduire son impact en améliorant sa gestion des déchets, sa gestion de l'énergie. Maintenant, est-ce que je peux développer peut-être un nouveau service, un nouveau produit? On voit maintenant des magasins de vêtements qui vont développer des systèmes de consigne ou de reprise de vêtements. Ça, on n'est plus juste dans la réduction de l'empreinte, là, on est vraiment rendu dans offrir un nouveau service pour améliorer l'impact. On est dans quelque chose de beaucoup plus positif peut-être. Et on voit aussi des entreprises qui vont débuter à offrir des nouveaux produits éco-responsables. On va avoir quelques-uns dans les prochaines diapositives. Un exemple, je reviens avec Sargym, c'est un exemple que j'aime bien, la création d'un nouveau service. Donc, Sargym, c'est une pépinière qui, à chaque année, vont faire pousser un nombre X, Y, Z de plants pour de la plantation dans la région en Gaspésie. Et on a vu une opportunité pour développer un nouveau service. Donc, le nouveau service qu'ils ont développé, c'est un service de compensation carbone. Donc, on a vu dans la région qu'il y avait une opportunité, des demandes pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'était pas offert, ce n'était pas quelque chose qu'ils faisaient déjà. Donc, ils ont continué à être une pépinière. Donc, ils ont continué à travailler à réduire leur impact de ce côté-là. Et en plus de ça, on a développé un nouveau service qui permet vraiment, c'est pas de réduire l'impact de l'entreprise, ça va beaucoup plus loin, c'est de réduire l'impact, même compenser l'impact de leur clientèle, peut-être, de voyageurs dans la région, d'entreprises dans la région. Donc, je vois là aussi un bel exemple de qu'est-ce qui est possible de faire pour aller un peu plus loin par rapport aux pratiques environnementales. Et là, la dernière étape, c'est peut-être la plus difficile à atteindre, mais c'est l'étape pour moi qui est la plus prometteuse par rapport au développement durable. C'est que la première étape, on est dans réduire son impact comme entreprise. La deuxième, on est en se poser la question, toujours au niveau de l'entreprise, comment je peux créer un nouveau produit, un nouveau service, revoir un peu ma mission. Et on pose ces questions-là au niveau de l'entreprise. La troisième étape de ce modèle-là, c'est de se poser la question, au-delà de mon entreprise, est-ce qu'il y a des enjeux que je m'inscris dedans? Par exemple, les changements climatiques. Est-ce que je pourrais me joindre à d'autres entreprises? Est-ce que je peux me joindre à d'autres acteurs de mon milieu? Est-ce qu'on peut travailler ensemble sur un enjeu qui nous touche? Et ça, c'est le véritable défi du développement durable. C'est d'amener les entreprises oui, dans un premier temps, travailler sur leur propre modèle, mais vraiment, l'objectif ultime, c'est d'amener tout le monde à dépasser son entreprise, puis à voir comment c'est possible de faire quelque chose par rapport aux enjeux qui sont plus importants que nous, qui sont plus grands que nous encore, qui touchent encore plus large que notre entreprise. Et cette troisième étape-là qu'on appelle élaboration de système, c'est de bien faire les choses, mais en faisant des choses entièrement nouvelles avec l'aide de d'autres entreprises, de d'autres acteurs du milieu. Et ça, on a des exemples intéressants avec l'économie circulaire notamment. Parce que de l'économie circulaire, c'est impossible de faire ça soi-même. Vous pourriez, dans une démarche environnementale, de votre côté, vous voulez réduire la gestion, vous voulez en fait améliorer votre gestion des déchets, mais vous avez un certain pouvoir au niveau de votre entreprise. À un moment donné, ça peut demander d'aller voir plus loin que votre entreprise. Et dans la région, en Gaspésie, on a un bel exemple avec la microbrasserie Le Naufrageur qui a réussi à répondre en fait à des besoins par exemple, à valoriser des mous de fraises d'une ferme, la ferme Bourdage, qui est située pas très loin de la microbrasserie, qui a réussi à trouver une façon de valoriser ces déchets-là dans une bière. Et on a de plus en plus d'exemples au Québec sur l'économie circulaire. Mais vous voyez qu'on est vraiment à une étape un peu plus loin parce qu'on est à répondre à des enjeux collectifs quasiment. C'est vraiment de répondre à quelque chose qui est plus grand que notre entreprise.
Je voulais faire un clin d'œil aussi à la campagne des 100 entrepreneurs qui avait été faite l'année dernière parce que c'est vraiment une belle ressource. Je l'ai consulté pour préparer cette conférence-là. Il y en a peut-être avec nous aujourd'hui qui ont participé à cette campagne-là, mais vous avez des entrepreneurs au Québec qui sont exceptionnels, qui s'inscrivent dans cette logique-là de répondre à des enjeux sociaux, environnementaux. J'aurais pu donner 10 000 exemples. Je suis allé avec l'exemple qui était connu, que je pense que c'est facile de se retrouver avec l'exemple des Jeux Loop, de Mission Loop, mais qui est un exemple qui a valorisé. Au début, dans l'industrie des fruits et légumes, il y avait beaucoup de résidus qui n'étaient pas valorisés. Les Jeux Loop ont voulu répondre à cet enjeu-là, qui était du gaspillage alimentaire. Et en fait, l'entreprise s'est créée à partir de ça. Et aujourd'hui, ils valorisent autant des plures de patates, des résidus pour faire des biscuits pour chiens. Donc, c'est très varié maintenant. Mais je pense que ça donne un bon exemple d'une entreprise qui, oui, a probablement travaillé elle-même à l'interne pour réduire son impact environnemental, mais s'inscrit dans quelque chose d'encore plus grand par rapport à réduire l'impact environnemental de la société, de la communauté en général. Voilà. J'espère que ça fut clair. J'espère que vous avez des questions aussi. J'ai hâte de vous entendre là-dessus sur votre propre entreprise. C'est déjà le temps de conclure cette présentation, mais juste pour se faire une petite synthèse de ce qu'on vient de voir ensemble. D'abord, les pratiques environnementales, là, j'espère que j'ai su vous convaincre que ça peut s'inscrire à tous les aspects de votre entreprise. Vous pouvez le regarder au niveau de votre mission, au niveau de vos produits, de vos services, de vos fonctions d'entreprise, de vos enjeux. Donc, tous les aspects de votre entreprise peuvent être explorés pour trouver, je pense, des opportunités de mettre en place des pratiques environnementales. Parmi les pratiques éco-responsables, on a vu qu'il y en a plusieurs, que ce n'est pas encore largement adopté au Québec, qu'il y a encore beaucoup d'opportunités, je pense, de s'améliorer collectivement. Et j'espère que ça vous aura donné des idées de ce côté-là sur qu'est-ce qui est possible de faire. Et finalement, je voulais aussi terminer avec ça parce que je trouve ça important de discuter de cette notion-là, mais il faut aussi reconnaître qu'une pratique environnementale, ce n'est pas nécessairement quelque chose de durable, parce qu'on a un peu ce raccourci-là. Je pense qu'on prend un raccourci pour dire que c'est quelque chose d'écologique, donc c'est quelque chose qui va être du développement durable. Mais il faut se rappeler que vous pouvez avoir un projet environnemental X, Y, Z, mais qui ne prendrait pas, par exemple, en considération les besoins de votre clientèle ou qui ne prendrait pas en considération les habitudes de vos employés. Et bien, vous lancez votre projet, même si c'est le plus beau projet écologique du Québec, mais si vos employés n'ont pas été, par exemple, impliqués, est-ce que ça ne répond pas à leurs besoins? C'est possible que ça ne fonctionnera pas. Donc, je pense que c'est intéressant de voir aussi les pratiques environnementales comme c'est un défi aussi de penser aux personnes à qui les utilisateurs, aux besoins, aux personnes qui vont le vivre, puis aussi de réfléchir à ce que ça va être durable dans le temps d'un point de vue économique. Parce que c'est quelque chose comme entreprise aussi, il faut s'assurer que d'un point de vue économique, c'est réaliste. Alors voilà, je vous laisse sur ces sages paroles qui vous posent deux questions. Avec quoi vous repartez aujourd'hui? Puis, j'aime bien, on participe à beaucoup de formations, beaucoup de conférences. Souvent, un coup que la conférence est faite, on passe à d'autres choses. Mais je vous invite, en fait, dès aujourd'hui, à prendre peut-être juste un engagement, quelque chose que vous avez le goût de faire à la suite de cette conférence-là et de nous le dire, de nous le partager. Je pense que ça va être intéressant d'en entendre parler. Voilà, Chantal. Merci beaucoup, Dominique. Merci pour cette présentation et puis pour cette inspiration. Tu nous pousses à en faire plus et puis à prendre des engagements dès aujourd'hui. Donc oui, on a eu plusieurs échanges dans le chat, des réponses à tes questions aussi. Mais il y a une question que je voudrais vraiment avoir le temps de traiter. C'est, OK, on voit des exemples, on voit le positif, les opportunités d'affaires, la rétention d'employés, la communication responsable. Mais quand on est un entrepreneur en démarrage, quand on commence, qu'on n'a pas de fonction marketing ou autre, là, par où commencer et quelles seraient tes recommandations? J'aurais tendance à dire que vous êtes probablement dans le meilleur timing pour aborder cette question-là, parce qu'au stade de démarrage d'entreprise, donc vous êtes en train de développer votre entreprise,
vous êtes dans votre plan d'affaires, c'est déjà là que vous pouvez, dès qu'on peut le faire en amont, hein, plutôt que quand l'entreprise est déjà lancée, le plan d'affaires est déjà fait, c'est beaucoup plus compliqué de le faire par la suite, puis d'ajouter des mesures, puis là, de revenir en arrière. Une ressource que j'ai le goût de vous partager, je ne sais pas si on peut le prendre en note dans le chat, mais j'essaierai de retrouver le lien pour le partager avec la présentation. L'Université de Laval a développé un canevas de modèles d'affaires pour intégrer des questions plus de développement durable. Donc, un canevas responsable. Et ça, je pense que ça peut être une bonne première ressource si vous êtes dans un mode où vous êtes à faire votre plan d'affaires. Donc, ça va vous permettre de réfléchir, est-ce que j'ai pensé aux impacts environnementaux que mon entreprise pourrait générer une fois qu'elle est démarrée? Est-ce que j'ai pensé aux valeurs que je voulais représenter? Est-ce qu'elle pourrait peut-être partager des valeurs plus de développement durable dans votre mission, dans les produits, dans les services que vous voulez offrir, d'avoir cette réflexion-là? Puis, mais moi, je tiens à vous dire, vous êtes probablement dans le meilleur moment. Là. On appelle ça en fait de l'éco-entrepreneuriat. Hein? C'est de l'entrepreneuriat à impact social, à impact environnemental. Donc, vous avez l'opportunité de le faire là, dès maintenant. Merci. Et puis, Sego, j'espère que j'ai bien transmis votre question. Et toujours dans ce lien-là avec, merci Sego, sur plus les entrepreneurs en démarrage, il y a Annie qui mentionne B Corp, qui est aussi là un questionnaire. Donc, on en parle, c'est de plus en plus à la mode, j'allais dire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as aussi des commentaires par rapport à B Corp, la certification? Oui, B Corp, c'est intéressant parce que c'est une certification qui amène les entreprises en fait, à travailler ensemble. Donc, déjà, c'est intéressant. C'était dans le modèle du RED, du Réseau Entreprise Développement Durable, que je vous ai présenté. B Corp était cité en exemple, notamment dans la troisième phase, parce que B Corp amène les entreprises à travailler sur des enjeux communs. Donc, moi, je trouve que dans ce sujet-là, c'est une bonne pratique parce que vraiment, vous êtes amené à travailler collectivement avec d'autres entreprises sur des enjeux communs. Et il y a vraiment une ressource intéressante. Là, je suis tombé là-dessus un peu par hasard récemment, mais B Corp propose aussi un questionnaire un peu de style autodiagnostic en ligne sur les objectifs de développement durable. Donc, sans avoir à se certifier, là, ça peut être une première ressource là, pour aller voir est-ce que B Corp, ça vous intéresse. Est-ce que déjà d'apporter la réflexion aussi sur les objectifs de développement durable. Donc, ça peut être une autre belle ressource à aller explorer, puis ça va vous donner une idée. Est-ce que l'enjeu de les certifications, souvent, c'est le travail qui vient derrière le dossier de certification. Donc, ça peut vous servir un peu de voir est-ce que c'est trop compliqué pour votre entreprise? Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Voilà. Mais je pense que le défi avec les certifications environnementales, c'est souvent d'en choisir une, de mettre l'énergie, puis parce que les dossiers candidatures prennent quand même pas mal de temps. Oui, c'est ça. Et comment les utiliser pour… En tout cas, chez Evol, on va encourager de l'autodiagnostic, comme tu le mentionnais, Dominique. Et aussi, dans la campagne décembre, on a des B Corp, donc inspirés pour voilà, regarder si c'est une bonne certification pour vous. Il y a aussi les questions, à ta question, en fait, avez-vous entamé une démarche en développement durable? Plusieurs ont dit des partenaires, on a vu ADER, Elio, notamment le parcours d'aider de la ville de Montréal. Est-ce que ça peut être aussi un bon démarrage? C'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur en démarrage, associez-vous à un incubateur ou à un parcours ou toi, Dominique, tu dis non, c'est une perte de temps. Absolument pas. Non, je veux dire, en fait, c'est de trouver le bon point de départ pour vous, mais il faut juste reconnaître que peut-être que cette démarche-là, ça a bien fait pour une autre entreprise, peut-être que pour vous, ça ne sera pas ça. Je pense que oui, c'est effectivement une bonne façon. ADER, c'est un exemple, le parcours, effectivement, développement durable à Montréal. En fait, c'est une excellente façon parce que là, vous allez avec… C'est comme un momentum là, autour de ça. Vous allez être avec d'autres entreprises, vous partagez comme vous avez ça en commun, là, que vous partez une démarche puis vous êtes rendu au même endroit. Donc, moi, je trouve que oui. Est-ce que ça répond aux besoins de tout le monde? C'est sûr que non. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder à votre entreprise, c'est quoi? Puis on posait la question dans la présentation, c'est quoi vos enjeux à vous? Et en identifiant ça, vous allez trouver peut-être le meilleur modèle parce que
Peut-être que pour vous, ça ne sera pas ça. Peut-être que pour vous, ça va être ça. Il faut prendre le temps de regarder. C'est quoi vos enjeux à l'interne? Oui, donc n'hésitez pas à écrire d'autres questions. J'en profite, parce que là, en attendant que vous écriviez les questions, et toujours dans la lignée de ce que j'ai vu sur les démarches de développement durable qui ont été créées, qui ont été mises en place. Il y a cette idée d'économie circulaire, tu l'as mentionné, il y a aussi l'approvisionnement responsable, où on pousse sur les fournitures locales. Là, que vous soyez entreprise en démarrage ou avec 45 000 employés, ça fait du sens. Mais après, on se dit, OK, comment moi j'initie le mouvement? Est-ce que je suis un acteur de changement comme Bicorp ou est-ce que voilà, est-ce qu'il y a déjà des initiatives sur lesquelles je peux me greffer? Dans le jargon, on parle des symbioses industrielles. Toi, tu as parlé de microbrasserie. Comment on peut savoir comment on peut crier j'ai envie de faire partie d'un mouvement d'économie circulaire et qui sont ceux qui seraient des bons partenaires? Ah, on t'entend plus. Ça va fonctionner. J'ai le goût de vous dire que dans chaque région, il y a des synergies, il y a vraiment le réseau des synergies. Donc, par exemple, ici en Gaspésie, on a Synergie Gaspésie. Mais dans à peu près chaque région administrative, il y a un réseau déjà d'économie circulaire qui est en œuvre. Il y a des agents qu'on pourrait dire des agents de liaison par rapport à l'économie circulaire qui vont être sur le terrain pour voir est-ce qu'il y a des ressources, est-ce qu'il y a des résidus à valoriser, est-ce qu'il y a des matières à valoriser. Donc, si vous, comme entreprise, vous cherchez un peu un point de départ, j'aurais le goût de vous référer à ces réseaux-là parce que c'est vraiment ces personnes-là qui vont connaître les besoins de votre propre territoire. Le défi avec l'économie circulaire, hein, c'est que c'est souvent propre à un territoire parce que s'il y a une matière à valoriser en Gaspésie, ça peut être difficile de trouver un débouché là, à Montréal, vice-versa. Mais je pense que ça serait la meilleure ressource pour débuter effectivement le réseau de Synergie Québec. Merci Dominique. On a une deuxième question d'Annie sur, là on parle du local, là, mais comment le Québec se positionne en termes de développement durable sur la scène internationale? Au Canada, on en est où? On est sur l'avant-scène ou on est plus retardataire? C'est une excellente question. On aurait fallu inviter M. François Legault, je pense. Mais si on se fie à la COP26, hein, qui que les 2 dernières semaines, dans plusieurs dossiers, le Québec est à l'avant-plan, par exemple, l'électrification des transports, la lutte au changement climatique. Et après, il y a encore beaucoup de travail à faire. Quand on regarde l'électrification, par exemple, de notre économie, il y a encore beaucoup d'entreprises qui vont utiliser des énergies fossiles, soit du gaz, du mazout, pour alimenter leur chaîne de production, chauffer. On a aussi encore beaucoup d'entreprises, évidemment, qui ne sont pas encore rendues à la voiture électrique, au réseau électrique. Donc, on est champion dans certains domaines, mais ceci étant dit, du côté de l'entreprise, il reste que des défis. C'est de voir comment vous, comme entreprise, vous pouvez vous insérer là-dedans. Mais je pense qu'il faudrait inviter probablement un représentant du gouvernement du Québec. Mais il y a tout un paquet de programmes là, qui sont dévoilés récemment. Vous avez le plan d'économie verte du gouvernement du Québec. Il y a aussi un plan pour le tourisme durable et responsable qui a été dévoilé cette année. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent. Merci. Et puis, effectivement, il y a eu plusieurs annonces à la COP26. Tu as mentionné les milliers d'autobus urbains électriques, là, au coût de 5 milliards, et puis une réduction des tonnes d'émissions de gaz de GES par an, c'est 5,4 millions qui vont être donc en cible de réduction. Et puis, le Québec, on peut s'enorgueillir d'être une possibilité pour l'international pour les entreprises en fait qui veulent verdir leurs activités. Donc, nous, on est là pour montrer le bon exemple avec tous vos projets entrepreneuriaux ou vos entreprises, pour montrer à quel point c'est une opportunité et que nous, au Québec, on est capable de le mettre en action. Je regarde les questions. On a fait le tour à part vraiment plus par rapport à
les clients. Je reviendrai sur le côté du client et le respect, le, la, oui, la perception des clients. Comment, le lien aussi avec la communication, comment tu peux, entre le greenwashing et le greenpushing, c'est bien ça? Est-ce qu'on n'est pas des experts en communication? Comment tu verrais pour une entreprise en B2C, donc la première étape pour bien communiquer son positionnement d'impact? Est-ce Est-ce que... que tu m'entends, Chantal? OK, parfait. Ouais. J'ai enlevé le microphone parce que je voyais que ça ne fonctionnait plus bien. Okay. En fait, par rapport au greenwashing puis au greenwashing, je pense que la première chose à regarder, je pense, du côté de votre entreprise, c'est est-ce que déjà vous avez l'habitude de communiquer vos pratiques environnementales? Est-ce que c'est déjà quelque chose, y a-t-il une communication ouverte avec vos employés, avec votre clientèle? Par exemple, est-ce que vous avez déjà sondé votre clientèle sur cette question-là? Juste ça, c'est un premier pas. L'idée, en fait, c'est d'essayer d'ouvrir un dialogue parce qu'il n'y a pas de façon parfaite pour communiquer. Il faut juste reconnaître que du moment qu'on se met à ouvrir ce dialogue-là, donc par exemple de communiquer qu'on fait telle ou telle pratique dans son entreprise, c'est sûr qu'on s'expose d'une certaine façon à des attentes, à la critique, à des commentaires de sa clientèle. Mais d'un autre côté, on ouvre aussi la porte pour démontrer qu'on est en action, qu'on a une certaine stratégie, une certaine vision de ce qui s'en vient. Dans le fond, ce qu'on veut éviter, là, c'est d'être une entreprise qui probablement le fait déjà pour les bonnes raisons, est déjà en action, puis parce qu'elle ne le communiquerait pas, pourrait créer des attentes ou une certaine dissonance par rapport à la clientèle qui penserait qu'elle ne fait rien ou des employés qui se diraient, ben voyons, pourquoi on ne parle pas de cet enjeu-là dans l'entreprise? Pourtant, c'est important pour moi. Donc, je pense que la première étape, c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous faites déjà. Est-ce que c'est déjà une habitude? Est-ce que finalement, vous vous sentez prêt à ouvrir ce dialogue-là? Parce que c'est une bonne pratique de communiquer ces pratiques environnementales. Donc, et puis là, je vois le commentaire de Sego de ne pas se mettre en avant, mais que le bouche à oreille est encore mieux quand c'est des commentaires de vos clients ou de vos parties prenantes. C'est encore mieux de les mettre en avant plutôt que ça vienne de l'entreprise. Mais je fais le lien aussi avec le commentaire de Cynthia qui disait, ben moi, en fait, j'ai une démarche de développement durable, mais qui est un peu fait maison, là, homemade. Ouais. Tu vois, quand c'est dans le cadre d'un B Corp ou d'un framework, tu as mentionné BNQ, etc., c'est plus facile, tu reprends les mots. Mais quand on fait un peu, quand c'est du fait maison, est-ce que là aussi on peut s'enorgueillir ou on se garde une gêne par rapport à ça? Non, moi, sans hésiter, je pense que non, on peut vraiment être fier là, parce que vous êtes en action. Puis on l'a vu tantôt dans les résultats de sondage. Là, en fait, il y a plus d'entreprises qui n'ont pas une démarche formelle. Probablement la plupart des PME, des très petites PME, c'est une démarche maison, pas formelle, qui le font avec le temps qui est disponible. Puis moi, je pense qu'il faut s'enlever le poids là, d'avoir absolument une certification, puis avoir absolument là, une démarche où on fait appel, par exemple, à un professionnel. C'est vraiment correct que vous le faites de façon maison. Après ça, il y a des outils qui peuvent vous aider si vous n'avez pas nécessairement les ressources pour aller chercher de l'expertise externe. On a vu, il y a l'outil de diagnostic de BNQ 21000 qui peut vous aider à évaluer par vous-même. On a parlé tantôt de l'outil B Corp, mais qui est plus sur les ODD, donc qui est aussi en libre accès. Vous avez vu les 3 critères. Les 3 critères, en fait, c'est d'avoir un document, de faire une reddition de compte à chaque année, puis d'avoir une pratique dans chaque dimension. Donc, c'est sûr et certain d'une démarche maison, vous pouvez répondre à ces impératifs-là. Donc, oui, moi, je pense que c'est correct. Puis après ça, si vous voulez aller plus loin, bien, sachez qu'il existe des programmes, il existe de l'aide financière. Puis, c'est ce que, par exemple, on donnait comme exemple tantôt le parcours d'Adair avec le parcours Montréal. Bien, ça serait intéressant, s'il y en a qui sont intéressés, peut-être d'aller chercher de l'expertise de ce type-là pour aller plus loin. Mais moi, je vous dis, vous êtes bon. Ouais. Et ce que j'aurais envie de rajouter, parce que tu l'as mentionné dans ta présentation, les fameuses externalités négatives, tu nous mettais
en garde contre, si c'est un fait maison et que du coup vous êtes embarqué dans une des 3 sphères ou dans un enjeu particulier, pour éviter un risque réputationnel ou une mauvaise critique, regardez aussi, puis vous, pour votre propre impact net positif, là, regardez vos externalités négatives, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un endroit où vous avez un impact négatif, parce que l'impact peut être positif ou négatif, sur un enjeu sociétal. Et donc ça, cette démarche très authentique, très sincère, permet de se dire, OK, je peux communiquer positivement sur mes actions d'un bord et en même temps travailler à réduire ce qu'on appelle dans le jargon les externalités négatives. Exactement. Et je pense qu'on n'a pas besoin non plus d'attendre d'avoir cette démarche parfaite de développement durable sans faille. En fait, ça va être impossible. On l'a vu, il n'y a pas de checklist de fin à atteindre. En fait, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, en fait, ça serait logique. C'est logique de penser que la chose à faire, c'est de communiquer dès le début votre démarche, même si elle est maison, au fur et à mesure, de tenir informé plus vous avancez dans votre démarche. Et ça serait comme absurde d'attendre que vous êtes pleinement certifié avec une démarche là, sans reproche pour commencer à communiquer. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Parfait, merci. Merci beaucoup. Écoute, je regarde les commentaires, il y a aussi beaucoup de commentaires positifs, comme je repars aujourd'hui avec plusieurs sources d'inspiration pour mieux faire. Merci Isabelle. J'ai vu peu d'engagement dans le chat. Donc, on veut des engagements. N'hésitez pas, c'est ça. Allez-y, engagez-vous. Et puis là, c'est un chat, ça va disparaître à la fin de la présentation. Donc vous pouvez, mais vous dire au moins, OK, je vais sur une des sphères ou sur un des points que m'a mentionné Dominique ce midi, repartir avec ça. Mais sinon, vraiment là, on a fait le tour. Je vais dire le mot de la fin pour pouvoir conclure. Laisse 2 minutes, c'est toujours agréable. On a des 1000 merci, on a des smileys, c'est très, très agréable. Donc, merci beaucoup. J'aimerais à nouveau remercier notre partenaire Cascade pour la présentation de cette dîner-conférence et bien sûr, toi, Dominique Cyr du CIRAD pour la présentation à laquelle nous venons d'assister et puis pour l'interactivité au moment de la période des questions. Un grand merci également à vous toutes et tous pour votre présence. Je vous invite à consulter le site internet evol.ca. On a aussi une page Facebook qui met vraiment la programmation des prochaines formations. D'ailleurs, dans le chat, vous avez vu notre prochain dîner-conférence, c'est prendre des décisions socio-économiques responsables et il aura lieu mercredi 24 novembre à 11h30 et c'est gratuit. Donc vraiment, vous allez voir dans ce dîner-conférence-là comment votre entreprise peut avoir un impact économique en matière de développement durable et quelles en sont les retombées. Donc, il y a le lien dans le clavardage. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et une bonne semaine. Et merci. Vous êtes tous et toutes bienvenus à votre passage en Gaspésie à venir nous rendre visite au bureau du CIRAD. Merci, au plaisir. Merci Chantal.